Ok. Les frères gallois. Les frères gallois. Denis Sauce Piquante. Zéro RR Podcast. Rémi le Guacamole. Les frères gallois. Salope de Brigitte. Zéro RR Podcast. Turbo Cali. Turbo balèze. Turbo balèze. Ok. Le beurre, l'argent du beurre et le gros cul de la crémière. Salope de Brigitte. Salope de Brigitte. On récapépète. Zéro RR Podcast. Les frères gallois. Ça claque sa mère. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Zéro RR Podcast, toujours animé par les frères gallois. Nous revoilà. Bonjour à tous. Ouais, on a fait une pause involontaire. De 4 semaines. 4 semaines. Une éternité. Ouais, c'est Rémi là, il savait plus si les caméras tournaient. On a réinstallé le setup, on savait plus faire. Il y a eu pas mal de choses qui se sont passées. On a été très occupés. On était aussi loin l'un de l'autre, ce qui faisait que on pouvait pas tourner le podcast. Bah oui, un podcast à deux, si on n'est pas ensemble, on peut pas. Et puis oui, même si je sais qu'aujourd'hui 99,9% d'entre vous ont voté pour exclure Rémi du podcast, eh bien le vote de Rémi qui représente le reste, on peut pas l'oublier et donc je ne peux pas faire le podcast sans lui. Denis m'a lâché une stat parce que du coup sur sa chaîne YouTube, j'ai posté 2 vidéos YouTube sur un show à Montargis où j'ai accompagné 2 athlètes et puis même où j'avais fait une autre vidéo. Denis m'a dit... Non, attends. Faut que je vous mette un peu de contexte parce que là, il va balancer une bombe. Rémi, du coup, me dit... alors, les stats de mes vidéos, qu'est-ce que ça a donné? Denis me dit... Non, je sais pas, je lui dis, je lui montre. Je lui montre. Je lui dis, on a perdu que 50 abonnés. Pour de vrai. Pour de vrai, on a perdu des abonnés après avoir publié les 2 vidéos que j'ai faites. Rémi, il y a eu un pic vers le bas. Bon, je pense pas que ça soit lié à ça. Enfin, j'espère pas. C'est les auditeurs du podcast, ils ont fait une blague et ils sont revenus après. Ouais, j'en sais rien, mais... ça m'affecte un peu quand même. Mais non, mon frère, les gens t'aiment. Non, mais c'est que... Non, mais plus sérieusement, je pense que c'est la corrélation de plusieurs choses. Je veux dire, sur YouTube, quand tu regardes vraiment dans le détail tes stats, c'est jamais que linéaire, t'as toujours des petites variations. Non, et puis dis-toi que ces gens-là, tu sais, ils utilisaient un push-pad, ils faisaient du curl dans le rack squat. Il faut pas, ceux-là, on les compte pas. Voilà. Bref, c'est vrai qu'on a fait une pause longue. Il y a eu pas mal de choses qui s'est passées. Les travaux du gym continuent d'avancer. Il y a eu le Fitex. Notre projet aussi de machine continue d'avancer. Enfin bref, il y a pas mal de choses. Hein. Quand on fait pas de podcast, c'est qu'il y a une raison. Hein. C'est pas qu'on est en train de se branler les couilles. Mais ouais, la monétisation. Allez, c'est parti. Ça n'a pas duré. Ça a duré combien? 3 minutes. 3 minutes. Allez. C'est pas grave. Voilà, tout ça pour dire que les vidéos du Fitex sont sur la chaîne YouTube. Si vous y êtes encore abonné. Et vous pouvez aller les voir. C'était assez sympa. J'ai fait une analyse justement des machines du salon. Et puis après, j'y suis allé 2 jours aussi en tant qu'athlète pour vous rencontrer. Et vous avez été très nombreux. Et j'ai rencontré beaucoup d'auditeurs du podcast. Et c'est vrai aussi que vous voir en réel, ça permet aussi de transcrire les stats. Et en fait, il s'est avéré que les stats du podcast, donc il y a quand même une grande majorité d'hommes. Il y a une grande majorité qui se situe entre 25 et 35 ans. On a rencontré des femmes, surtout. Mais voilà, c'est ce que j'allais dire. Il y a aussi, j'ai été surpris du nombre de femmes qui sont venues, du coup, pour me rencontrer et pour dire j'écoute le podcast, j'adore, etc. Et ici, jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas fait de sujet spécifique pour les femmes. Et ça ne sera pas pour aujourd'hui non plus. Ça ne sera pas pour aujourd'hui, mais par contre, il y a aussi une autre statistique. Il y a quand même pas mal de personnes qui ont plus de 40 ans, etc., qui écoutent le podcast. Et on en a rencontré certains d'entre vous lors du Fitex. Et vous l'avez peut-être vu dans le titre. Aujourd'hui, on va s'adresser à vous parce que le sujet de ce podcast, mon frère, ça va être: est-il possible de continuer ou de prendre du muscle après un certain âge? Après un certain âge, pas forcément, parce que quand on est un homme en chair, qu'on est, on va dire, dans la fougue de la vie, on n'a pas à se poser de problème. Tout se passe pour le mieux. Mais est-ce qu'il y a un âge pivot où en fait ça dégringole? Ta testostérone se barre, tu fonds littéralement, tu perds tout, tu perds tes performances, tu perds ton muscle.
Bref, tu perds ta libido aussi. À Ouais, quel puis- moment ça arrive? Est-ce que c'est réel ou pas? Ouais, et puis il y a, tu sais, ce mythe que vraiment, passé un certain âge, genre, tu sais, il y en a, ils sont fatalistes. 40 ans, tu peux plus faire de muscles et au contraire, tu vois, c'est foutu, tu vas perdre ton muscle. Tu sais, il y en a, ils sont là, leur 40e anniversaire, ils veulent pas le fêter parce qu'ils savent tu sais, à minuit pile ce jour-là, putain, et le lendemain, ils vont se réveiller, ils ont 5 cm de tour de bras en moins. Mm. Ben non, on va, on va briser ce mythe parce que pour le coup, c'est un mythe et on peut créer du muscle à n'importe quel âge, mais ça, on va en discuter un peu plus en détail. L'intro est un peu courte, alors que pourtant, on est resté très longtemps sans faire de... On aurait pu faire un petit récap des dernières semaines, mais vous l'avez vu sûrement sur YouTube, j'imagine. Moi, je peux juste dire un petit truc, et ça fera un lien direct avec le sujet du podcast. Vas-y, mon frère. C'est du coup, par rapport à ce qui s'est passé les dernières semaines, moi j'ai accompagné 2 athlètes à une compétition à Montargis, donc comme chaque année, et ça s'est très bien passé pour eux d'ailleurs. Tout est filmé et posté sur YouTube d'ailleurs, n'hésitez pas à aller la regarder. Hop, un petit coup de référencement encore, et faites-moi remonter un petit peu les abonnés. Ils vont se désabonner. Non, parce que les auditeurs du podcast sont des vrais auditeurs, sont des vraies personnes. Ouais. Ne sont pas des personnes qui utilisent des pussy-pads et qui curlent dans le rack à squat. Exactement. Et donc, le lien que je veux faire avec le sujet du jour, c'est qu'il y a des catégories dans ces compétitions et qu'il y a une catégorie qui s'appelle Master. Et Master, c'est des personnes... Alors, je vais dire une connerie, je me demande si c'est pas 40 plus. Et même, je pense, après, tu as Master 2 qui est... non, c'est 30, 30 plus, 40 plus. Enfin, bref. Tout ça pour dire qu'il y a des personnes qui font des compètes à plus de 40 ans, quoi. Et je peux vous assurer que ces personnes-là, dans des compétitions naturelles, elles sont énormes. Donc, en gros, ça va vous donner un petit peu la ligne de conduite qu'on va vous donner aujourd'hui, mais c'est que à n'importe quel âge, vous pouvez continuer de prendre vraiment du muscle. Et quand je vous dis vraiment prendre du muscle, c'est qu'à 40 ans, vous pouvez même atteindre votre prime physique. Souvent, en fait, tu le vois en compète, là où tu as les meilleurs perfs, là où tu as les meilleurs physiques, c'est pas ceux qui ont 20 ans. Hein. C'est, au contraire, c'est ceux qui sont autour de la trentaine, etc. Bon, là, le sujet, c'est vraiment pour passer la quarantaine, etc. Mais en général, le prime, que ce soit au niveau de la force ou au niveau du physique, il est entre 30 35. Et ça se vérifie sur les compètes de force et sur les compètes de body naturel. Alors, il y en a qui vont pouvoir donner des contre-exemples, qui vont dire aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes, etc. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a de plus en plus de pratiquants de musculation qui sont jeunes. Et du coup, forcément, aujourd'hui, il y a de plus en plus de freakies qui sont jeunes. Du coup, on peut avoir l'impression que cette théorie est fausse. Mais honnêtement, si on revient des années en arrière, eh bien, c'était le cas. Et aujourd'hui, oui, on a de plus en plus de... Tu vois, maintenant, il y a une catégorie teen à la WNBF, alors que 3 ans en arrière, il y avait 3 juniors, tu vois. Donc, c'est sûr que maintenant, il y a de plus en plus de pratiquants jeunes. C'est pour ça qu'on peut avoir cette impression-là, mais ces pratiquants jeunes-là, eh bien, ils verront qu'ils auront leur prime bien plus tard. Exactement, ouais. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, en fait, dans les catégories, on le retrouve sur les gros shows. Forcément, je regarde encore par rapport au prisme de la WNBF, mais ceux qui font les championnats du monde, c'est, comme l'a dit Denis, des personnes qui n'ont pas 20, 25 ans. Au contraire, c'est des personnes qui sont bien plus âgées. On peut citer des athlètes qui sont suivis par la team 3DMJ. Et quand on regarde les physiques de ces personnes-là, eh bien, on se dit que quand on les compare à des personnes qui font une première compète et qui ont 20, 25 ans dans ces eaux-là, la qualité du physique n'a souvent pas grand-chose à voir. Vous avez une définition musculaire, vous avez une maturité au niveau de la sèche qui n'est pas du tout la même. Vous avez aussi forcément un développement de la masse musculaire qui n'est pas la même du tout. Donc, des personnes qui sont dans la muscu depuis longtemps et qui pratiquent le bodybuilding, je peux vous assurer que les physiques de plus de 30 ans, ce sont les meilleurs physiques. Ouais, parce que même, tu vois, tout à l'heure, je disais, 40 ans, la barrière, mais il y en a, moi, j'ai certaines personnes qui, parfois, m'envoient des DM, ils me disent, ouais, j'ai 31 ans, j'ai 32 ans, je sais que c'est foutu pour moi, est-ce que tu penses que ça vaut le coup, limite que je commence la muscu, tu vois? Il y en a, ils sont vraiment fatalistes. Hein. Regardez le plateau de Mister Olympia, il y avait Mister Olympia qui était il n'y a pas si longtemps que ça, regardez, faites la moyenne d'âge des pratiquants. Et en fait, pourquoi on a le prime plus tard? Parce qu'en fait, un physique, ça met des années à se développer, d'une. Et deux aussi, c'est que souvent, quand on est un peu plus âgé,
on a un peu moins la connerie après nous et on se fait un peu plus le plan, on s'étale un peu moins, on fait un peu moins de conneries, quoi. On se cadre plus facilement et ça aide aussi pas mal, quoi. La vision, on va dire, de la muscu est différente. En fait, c'est que tu as deux champs là. Dans ce que tu as dit, tu as ceux qui sont pratiquants de musculation et qui vont poursuivre leur pratique au-delà des 30 ans, comme on a dit. Et tu as ceux aussi qui se posent la question de savoir est-ce que si je commence la musculation maintenant et que j'ai 35 balais, est-ce que je vais avoir des résultats ou au contraire, est-ce qu'ils seront moins visibles? Et je crois qu'en fait, on peut tout à fait les regrouper, en fait, se dire que l'âge n'est pas le facteur le plus important et c'est sûrement pas lui qui va définir votre potentiel de développement. Pour autant, et c'est là où on va venir dans le podcast, je trouve quand même que passer un certain âge, c'est plus dur de progresser. Et je pense que ça, on va le développer. Est-ce que tu veux commencer ou est-ce que tu veux que je commence? Ouais, je vais donner un exemple de Jean-Jo. Jean-Jo à qui je fais un petit coucou, qui est un pratiquant que je connais depuis longtemps. Il a quasiment 45 ans et il s'est mis récemment à la musculation. Quand je dis récemment, c'est que ça fait pas 30 ans qu'il s'entraîne. Et Jean-Jo, il a toujours des questions existentielles pour justement optimiser sa pratique parce qu'il sent que, bon, bah voilà, il a quand même des différences par rapport aux autres pratiquants dans la salle de sport ou même par rapport à lui quand il était un peu plus jeune, quand il a commencé la musculation par exemple. Et donc, il cherche toujours à optimiser les choses, mais il sent de la fatigue, il sent des performances qui sont plus difficiles à réaliser. Et à chaque fois, on échange par rapport à ça. Et Jean-Jo, c'est quelqu'un qui utilise beaucoup le tiroir à excuses qu'on a déjà présenté beaucoup de fois dans le podcast, qui à chaque fois qu'il y a un petit bobo, à chaque fois qu'il y a un petit problème, il commence à ouvrir le tiroir et se dit bon alors attends aujourd'hui, tiens, hop, bah ouais, aujourd'hui je dois amener le chien chez le veto, fait chier, je vais pas pouvoir m'entraîner, du coup bah ma semaine elle est foutue machin. Et en fait Jean-Jo il est exactement comme ça. Il a toujours des petites excuses pour chaque chose et en gros c'est ce qui freine clairement sa progression. Après, comme il le dit aussi, il sent aussi que sur le plan direct de la performance, il va être vraiment plus sujet à sa sa performance va être directement liée à sa fatigue. C'est-à-dire que s'il a fait une mauvaise nuit de sommeil, le lendemain, clairement, il va sentir qu'il va être pénalisé et que du coup, il va pas pouvoir espérer faire une séance aussi importante. Pareil au niveau de son volume d'entraînement, c'est quelqu'un qui, dès que il va faire trop de séries proches de l'échec, clairement, il va être vraiment en difficulté. Alors bien sûr, j'ai pas connaissance de son volume ni de comment il s'entraînait réellement, mais c'est des choses qu'il a déjà paramétrées. On va dire, encore une fois, on peut faire des liens directs avec nous, pratiquants, qui sommes plus jeunes et qui estimons aussi notre proximité à l'échec et qui savons quand, parfois, on va trop loin et qu'on a du mal à récupérer. Mais lui, vraiment, ça peut... Voilà, comme il dit, j'ai l'impression d'avoir une épée de Damoclès au-dessus de ma tête. Je sais que par moment, si j'ai pas vraiment la récupération adéquate, putain, je vais me casser la gueule sur mon mouvement le lendemain, quoi. Alors Rémi, il a soulevé plusieurs points importants. Et donc, pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, effectivement, prendre du muscle lorsqu'on est plus âgé, c'est plus compliqué, mais pas pour les raisons auxquelles on pense. Et selon moi, le frein numéro 1, c'est les contraintes. C'est-à-dire que quand tu as 20 ans, tu n'as pas les mêmes contraintes, par exemple, que lorsque tu en as 45. Souvent, quand tu as 45 ans, tu as une vie de famille, tu as le chien qu'il faut emmener au veto, tu as très certainement peut-être un poste à responsabilité, tu as plein de choses à gérer. Tu n'as pas que toi à gérer, tu as peut-être des enfants tu vois, que tu dois t'occuper, emmener à l'école, tout ça. Et en fait, tout ça, c'est des contraintes. Et on le sait, plus tu as de contraintes, plus c'est dur de t'organiser. Et plus aussi, tu vas devoir faire des compromis. Tu vois, c'est le fameux ordre des priorités. Tu vois, quand tu as 45 ans, quand tu as 40 ans, dans ton ordre des priorités, c'est moyen de dire « Ok, la muscu, c'est numéro 1 et mes enfants, c'est numéro 2 ». Ça veut dire que, tu vois, si les gamins, ils finissent les cours à 16h30 et que toi, tu débauches à 16h30... Et j'ai push. Bah en fait, ouais, ils vont à la garderie jusqu'à 18h. Et j'ai push, hein. Et le temps de repos, c'est le temps de repos, mon gars. Et quand tu justifies ça, tu te dis, bah ouais, ils vont à la garderie parce que j'ai ma séance, tu vois. J'avais un PR au bench à faire, tu vois. Et donc, tous les lundis, ils vont à la garderie parce que tu fais ta séance. Tu vois, il y a peut-être des trucs, voilà, qui sont
plus compliquées à faire passer. Tu as peut-être un mariage à entretenir. Tu as peut-être après tes parents aussi peut-être à t'occuper parce que forcément tu es un peu plus vieux, etc. Enfin bref, tu as forcément plus de contraintes même par rapport au taf, par rapport à plein de choses. C'est quoi ce bordel? Je sais pas. Quelqu'un qui fait des travaux à côté. Ça se trouve, il est en train de découper nos machines, on sait pas. Bon, on ira voir après. Ça se trouve, il est en train de les pimper, il les rend encore meilleurs. Ah ouais, c'est comme la presse circulaire là qu'on est en train de modifier. Ouais, faut pas trop en dire. Et voilà, tout ça pour dire que forcément, quand tu seras plus âgé, tu auras beaucoup plus de contraintes. Quand tu as 20 ans, en général, tu vis chez tes parents, t'as pas réellement de vie de famille. Bon, après, ça peut, enfin, je veux dire, tu peux être père d'un gosse, mais bon, c'est quand même beaucoup plus rare. T'as pas de taf, je veux dire, les parents te donnent de l'argent de poche, t'as juste à aller à la fac, mais bon, à la fac, t'as 2 heures de cours le lundi, t'as 5 heures de cours le vendredi, mais comme t'es sorti le jeudi, tu y vas pas, enfin, on connaît les cours. Donc, bien sûr, t'as forcément moins de contraintes. Donc, forcément, si tu veux te faire un plan d'entraînement où tu vas 5 fois par semaine à la salle, c'est plus simple quand t'as 20 ans que, du coup, quand t'en as 40. Mais, encore une fois, c'est pas impossible. On a plein d'exemples parmi les personnes qu'on coach, même dans l'accompagnement en prime, etc. Des personnes qui ont un certain âge, qui ont une vie de famille, qui ont justement toutes ces contraintes, qui ont même parfois j'ai des médecins, etc., vraiment des horaires très compliqués de nuit, des infirmiers, etc. Il y en a qui font les 3-8, donc vraiment difficile, tu vois, à avoir un rythme. Et en fait, à partir du moment où tu as une bonne organisation et aussi que l'ordre des priorités est bien établi, bah, encore une fois, tu peux faire sauter facilement cette contrainte. Et j'ai envie de dire aussi, en fait, je pense qu'il faut que dans ton organisation, il faut que ça soit clair, bien sûr pour toi, mais il faut que ça soit clair pour ton entourage. Prenons l'exemple. Si toi, dans ta tête, tu dis « Ok, c'est simple, mes entraînements, je les cale de manière intelligente le lundi, le mercredi, le vendredi, par exemple, de 6h à 9h, parce que c'est un moment où je sais que je vais embêter personne et que ça ne va pas peiner mon organisation. » Il faut aussi que ton entourage soit au courant. Pourquoi ? Parce que ça va aussi engager bien ta famille ou tes proches ou même tout ce qui va en fait graviter autour de toi dans cet accompagnement-là. Parce que il n'y a rien de pire que de ne pas se sentir soutenu quand on a une organisation comme ça. Je prends l'exemple d'une personne qui a envie de changer, mais qui, dans son entourage, on va lui dire que finalement, il y a d'autres priorités qui sont plus importantes. Sauf que si, toi, derrière, tu n'as pas été dans le dialogue en expliquant que c'était nécessaire pour ton changement, pour ton bien-être, pour justement être encore plus efficace dans tes projets, dans ta vie perso, pro, etc., c'est sûr que ça va coincer. Donc, la première chose, c'est de mettre vraiment au clair ta roadmap. Vraiment de se dire, OK, j'ai beau avoir le meilleur programme, j'ai beau avoir la meilleure diète, si derrière, j'ai pas communiqué, j'ai pas mis en place tout ce qu'il y a à mettre en place pour que ça soit efficace, alors ça fonctionnera pas. Vraiment, ça, je pense que dans mon suivi et dans le suivi de Denis aussi, ce qui est le plus important, c'est vraiment de mettre quelque chose en place qui soit fonctionnel. Si vraiment c'est pas possible, alors il faut revoir vos exigences. Tout à l'heure, je prends l'exemple de 3 entraînements, lundi, mercredi, vendredi. Si vous voyez que c'est pas possible et que c'est pas viable et que en fait ça va mettre en javel plein de choses, c'est pas grave, votre exigence, vous la revoyez à 2 par exemple, mais vous mettez ces conditions quelque part. C'est pour votre bien-être, c'est pour le bien-être aussi de tout ce qui va être autour de vous, mais ça doit faire partie de l'ADN au global et pas seulement de votre ADN. Ouais, et puis c'est vrai que lorsqu'on a beaucoup de contraintes, c'est ce que tu disais tout à l'heure avec l'exemple de Jean-Jo, en fait, tu peux très très vite utiliser tes contraintes comme un tiroir à excuses. Après, encore une fois, par expérience, le plus important, c'est de créer un bon environnement. Et ça, que tu aies 20 ans ou que tu en aies 50, etc. Sauf qu'effectivement, ton environnement, il est différent en fonction de ton âge. C'est ce que j'expliquais précédemment. Mais aussi, quand tu es un peu plus âgé, tu as quand même plus de possibilités, tu vois. Oui, certes, tu as des enfants, tu as une vie de famille, etc. Mais ça se trouve, tu vois, là où quand tu as 20 ans, tu vas faire 5 entraînements par semaine en salle, ça se trouve, quand tu en auras 45, tu feras 3 entraînements en salle et peut-être 2 chez toi. Tu vois, tu peux faire aussi comme ça. Et par exemple, les épaules et les bras, c'est quelque chose que tu vas faire chez toi. En fait, tu as un peu plus de pouvoir d'achat aussi, donc tu peux acheter plus de choses, tu peux acheter par exemple un tapis de marche plus facilement, tu peux créer l'écosystème. Tu peux créer plus facilement, tu peux t'adapter plus facilement à ton environnement. Donc, en réalité, tout ça, c'est juste un choix. Ces contraintes,
certes, tu en as plus, mais c'est toi qui choisis si tu t'en sers comme d'une excuse ou si juste tu t'y adaptes et tu progresses. Mais en soi, c'est plus compliqué, mais c'est qu'une question d'organisation et c'est pas un réel frein à la progression. C'est juste quelque chose dont il faut avoir conscience. Et une fois que tu en as conscience, tu as deux choix. Soit tu t'en sers comme une excuse, soit tu t'y adaptes et tu atteins ton objectif. C'est vraiment ce que tu dis. Quand tu dis, OK, je vais mettre en place les choses, il faut vraiment que ça soit comme un contrat, si tu veux. Il faut que ça soit un pacte avec toi-même. Tu t'engages à faire ça, donc tu mets en face les moyens nécessaires. Donc, il faut que tu prépares, comme je disais tout à l'heure, ton environnement, mais aussi, il faut que tu te prépares à fail et par moment, en fait, se dire, OK, le plan n'est pas respecté, mais j'ai l'option 2 ou j'ai l'option 3, tu vois. Il faut vraiment que tu aies, à la fin de ta semaine, coché tout ce que tu devais cocher et pas, en fait, que tu t'enterres après en disant, putain, voilà, j'ai foiré la semaine, c'est foutu, la deuxième, ce sera pareil, troisième, ce sera pareil. Non, il faut que tu te lances dans un objectif de toujours essayer de tendre vers tes objectifs, bien sûr, avec un degré de réussite, pourquoi pas, mais vraiment, à la fin de la semaine, c'est coché. Et c'est pas autrement. Ça, du coup, c'était le premier point qui, selon moi, fait que c'est plus dur. Il y a plusieurs points en réalité. On passe au deuxième. Tu as une idée pour le deuxième ou pas, Rémi? Non, je sais pas. Moi, je vais driver du coup. Vas-y, drive, très bien. Plan. Un plan? Attends, qu'est-ce que tu... T'as fait un plan? Mais non, mais à chaque podcast, moi, j'arrive à faire un plan dans ma tête. Ah oui, non, parce que je pensais que tu avais écrit un plan. C'est pour ça. Tu crois que je prépare le podcast ou quoi? J'ai eu peur, je me dis, ça fait 4 semaines qu'on n'a pas tourné, ça se trouve, il a fait un truc là. Non. Selon moi, du coup, le deuxième point qui est un frein, c'est souvent le point de départ. C'est-à-dire que souvent, quand tu as 20 ans, que tu commences, ou même 18 ans, tu vois, tu peux commencer en étant skinny, en étant un peu plus haut en body fat, Ouais. pour le dire poétiquement. Voilà, oui. Soit tu peux être skinny fat, etc. Et ça, souvent, en fait, si tu es dans cette situation-là, c'est parce que tu as eu potentiellement des mauvaises habitudes jusqu'ici. Sauf que quand tu commences la muscu plus tard, quand tu commences genre à 40 ans, en fait, tu vois, entre 20 ans de mauvaises habitudes et 40 ans de mauvaises habitudes, c'est sûr que ça va être... Enfin, voilà, ça va pas être la même chose. Il y a un proverbe qui dit, notamment, tu sais, pour les personnes en surpoids, c'est ne t'attends pas à perdre en une semaine ce que tu as mis des années à Apprendre. Donc, en fait, c'est le même principe. Si tu as accumulé énormément de mauvaises habitudes, si du coup tu as accumulé par exemple pas mal de fat pendant des années, genre si tu as des poignées d'amour qui sont stockées depuis 40 balais, oui, ça va potentiellement être plus compliqué que si ça fait 5 ans que tu les as stockés. Donc forcément, le point de départ va être différent et surtout, tu vois, les habitudes de vie vont être complètement différentes. C'est-à-dire que en général, quand tu as un rythme, tu vois, ça fait genre 20 ans que, par exemple, tu fais 2 restos par semaine, puis tu as tes habitudes comme ci, etc. T'es sédentaire. Voilà. Ouais. Quand voilà, que tu n'as pas l'habitude, tu as 2 casse-têtes, tu as ta routine, tu es dans ton truc, pour casser tout ça, c'est beaucoup plus compliqué quand ça fait 20 ans que tu le fais que quand ça fait potentiellement 1 ou 2 ans que tu le fais. Donc, effectivement, on parlait tout à l'heure de l'environnement auquel tu dois t'adapter, mais c'est sûr que l'environnement dans lequel tu es, pour justement t'y adapter, ça va être beaucoup, beaucoup plus compliqué parce que potentiellement, tu vas avoir des années de mauvaises habitudes qui vont avoir été accumulées. Et ça, c'est vraiment compliqué, d'autant plus que, comme le disait Rémi tout à l'heure, souvent, tu n'es pas tout seul. C'est-à-dire que si tu as une compagne ou un compagnon et que du coup, tu as passé que vous avez passé des années à accumuler des mauvaises habitudes ensemble et qu'il n'y en a qu'un seul des deux qui décide de changer ça, ça va être d'autant plus compliqué parce que l'autre aura toujours tendance à vouloir te retirer du coup dans ses anciennes habitudes. Donc, c'est sûr que ça va être, on va dire, un point qui va être particulièrement compliqué. Encore une fois, avoir conscience de quelque chose, c'est déjà un grand pas vers le fait de changer cette chose-là. Donc oui, si tu en es conscient, crois-moi, ça va pouvoir se faire assez facilement. Mais il faut juste que tu en discutes, que tu y réfléchisses et que tu t'organises pour faire ça. Ça, c'est évident que quand vous avez pendant des années et des années rien fait de sportif, que vous avez pris du poids et que vous décidez de vous mettre au sport,
il faut être lucide avec vous-même et ne pas vous mentir en vous disant que vous allez atteindre le physique de The Rock en 2 ans, par exemple. Par contre, c'est évident que si vous changez qu'un seul petit levier dans votre vie, dans vos habitudes, ça va vraiment changer votre physique. Et ça, c'est sûr que des personnes qui, je sais pas, après 40 ans, qui n'ont pas fait vraiment de sport et qui commencent à pratiquer un sport, qui commencent à faire gaffe à leur bouffe, qui commencent à marcher ou ne serait-ce n'avoir qu'une dépense supplémentaire, eh ben, elles ont quand même des sacrées transformations. Et ça, c'est assez remarquable. On en accompagne avec Denis des personnes qui, avec des enfants en bas âge, se mettent, parce que ils ont fait une couvade pendant la grossesse de la maman, ou même qui, on l'a dit, Qui ont accumulé. et qui ont accumulé des années. Souvent, c'est ça. Ouais. Ouais. C'est l'accumulation de plusieurs années de sédentarité couplée à de la malbouffe. Ouais. Et tu vois, le fait aussi de normaliser tout ça, on en avait parlé dans le podcast du problème de la norme, c'est que dans la tête des gens, voilà, c'est normal qu'à 35 ans, t'aies le bidabière parce que c'est comme ça, c'est les hormones, le machin, le truc. On en parlera un peu plus tard des hormones, mais en fait, c'est vraiment c'est négligeable. Hein. On peut le sauter et encore une fois, ça c'est une excuse qui est dans le tiroir à excuses, mais qui devrait même pas y être, tu vois. Ouais. Et pourtant, c'est celle que tout le monde utilise. Hein. C'est vrai que, je sais pas, quand on nous dit, imagine la daronne ou le daron un petit peu dans ta tête. Alors forcément, tu penses à tes parents ou tu penses à des amis proches, etc. On va dire le stéréotype du daron ou du daron. Est-ce que vous voyez cette personne-là comme en shape ? Tu vois ? Est-ce que quand vous, qui écoutez ce podcast, quand je vous pose cette question-là, est-ce que vous visualisez quelqu'un en shape ? Je pense, je pense pas. Tu vois, en général, le mythe du daron, c'est pas le daron, c'est le gros daron. Ouais, le gros daron. C'est le gros daron, tu vois. Et c'est comme ça, tu vois. Et c'est la grosse daronne. C'est souvent comme ça. Et voilà, on justifie ça par plein de choses, hein. Mais voilà, c'est pas normal. Et sache qu'à 35 ans, si tu as un bidabière, c'est la conséquence de tes choix, c'est la conséquence de tes actions que tu as fait par le passé. Moi, je te donne une liste de personnes qui ont 35 ans, qui n'ont pas de bidabière, qui ont les turbos abdos avec les veines dessus. Et tu verras que oui, ils ont 35 ans et ils s'entraînent et ils font des steps et ils arrivent à concilier leur vie de famille et ils arrivent à tout faire, tu vois. Ce qu'on veut dire, c'est qu'on normalise pas en fait le daron en shape, comme Denis l'a dit, les turbos abdos, etc. On dit juste que la norme, en fonction de la personne qui va la définir, en fait, se doit d'être aussi en phase avec elle-même. Une personne qui veut être en santé ne sera pas représentée par une personne avec un bide à bière ou avec je sais pas, mais voilà, tous les stéréotypes qu'on peut avoir autour d'une personne qui n'est pas en santé vis-à-vis de ça. Par contre, si pour vous, cette personne-là, et même si pour elle, cette personne-là se sent bien comme ça, il n'y a aucun problème. On n'est pas là pour juger quoi que ce soit. Ce qu'on veut juste dire, c'est qu'il faut être en phase avec soi-même. Et quand on décide de se mettre en shape à la musculation ou même retrouver une activité et un corps un peu plus sain, eh bien, il faut être lucide avec soi-même. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est de se dire, OK, je ne peux pas espérer avoir un changement du tout au tout. Ça va demander quand même un management assez important. Mais bien évidemment que les transformations à 40 ans, c'est des transformations qui sont vraiment incroyables aussi. Après, c'est juste que, comme je le disais, forcément, vu comme il y a plusieurs années de mauvaises habitudes, c'est plus compliqué de faire un changement et souvent un changement d'habitude, je parle, et souvent en fait la mise en place se fait progressivement. C'est-à-dire que par exemple avec les contraintes, etc., le fait d'essayer de s'organiser, souvent ça le fait en plusieurs temps, tu vois. Ça commence avec on va en salle de sport pour commencer à s'entraîner, puis après on commence à faire attention à la diète, puis après on commence à changer certaines habitudes un peu plus, puis après on évolue de plus en plus, puis après on met en place des pas. Tout s'imbrique en fait petit à petit. Prenez une porte, n'importe laquelle. Si c'est la porte de l'entraînement, si c'est la porte de la nutrition, si c'est la porte juste de la marche, par exemple, prenez-en une. Et après, vous allez voir, vous allez incrémenter des choses par-dessus. On a l'idée, enfin moi je pense à quelqu'un aussi dans mon entourage qui, tous les week-ends, c'est apéro. Genre tous les week-ends, c'est apéro. Parfois, c'est à partir du vendredi, samedi, parfois le dimanche, parfois c'est en semaine. Et en fait, mis bout à bout, la personne a accumulé beaucoup de poids. Ne serait-ce que déjà de se dire, OK, je me mets tranquillement avec
un apéro par semaine, bah, c'est déjà un bon changement et je vais ajouter après un truc supplémentaire avec la marche par exemple, etc. etc. Mais ce que je veux dire, c'est que quand tu as 20 ans, tu n'as pas réellement d'habitudes qui sont mises en place et tu peux faire, tu vois, quand tu as 20 ans, du jour au lendemain, tu peux te retrouver à faire 15 cast-steps, aller 5 fois par semaine à la salle et peser tous tes aliments et les loguer dans MyFitnessPal. C'est sûr. Ce que je veux dire, c'est que le changement du tout au rien, tu vois, il peut arriver vraiment de lundi et mardi, tu vois, lundi 0 step, mardi 15 step, etc. Tu vois. Et après, c'est bon, c'est enquillé. Alors que forcément, plus tu as de contraintes et plus aussi tu as accumulé des mauvaises habitudes de vie pendant un moment, et plus ça va être compliqué de les changer. Et donc, plus forcément, ce changement, il va se faire sur la durée. Mais encore une fois, c'est pas parce que ça se fait sur la durée que c'est une mauvaise chose. Chacun va à son rythme et chacun aussi doit s'habituer à ses contraintes, doit s'adapter à ses contraintes. Et ce qui compte, c'est le résultat final. Tu vois qu'au final, on fait une comparaison. C'est juste qu'il y en a un qui prend l'autoroute et l'autre le chemin de campagne, mais l'arrivée est la même. Je me rappellerai toujours, ça remonte. J'avais un artisan qui m'avait pris un suivi, qui était peintre ou plaquiste, oui, qui fait les plaques de plâtre. Je sais plus ce qu'il était. Enfin bref, il était artisan. Et il m'avait dit, écoute, je te prends un suivi, c'est pour vraiment changer ma vie. Ce que je veux là, c'est mettre tout au carré, reprendre les entraînements parce que du coup, il avait arrêté pendant une longue période, reprendre les gamelles, reprendre tout ce qui me permettra d'avoir un bon environnement pour progresser. Je veux reprendre mes bonnes nuits de sommeil, etc. etc. Je lui dis, là, on est d'accord, tu t'entraînes plus depuis quasiment 10 ans. Il me dit, ouais, mais je veux retourner en salle, m'entraîner 5 fois, etc. par semaine et tout. Je lui dis, écoute, le mieux, c'est sans doute de ne pas reprendre avec 5 entraînements, c'est déjà peut-être de reprendre déjà avec un entraînement à la maison. Et il m'a dit non, attends, je vais absolument reprendre la salle de sport, t'inquiète pas, je reprends un abonnement et tout. Et j'avais dit, écoute, pas de souci, mais par contre, on revoit les 5 entraînements, on va en refaire que 2 déjà dans un premier temps par semaine. Et je me rappelle, du coup, il fait sa première semaine, il me tient encore, il me dit, putain, début de semaine, c'est compliqué, j'ai pas pu aller encore à la salle. Par contre, bon, le reste, c'est bon, etc. Fin de semaine, il me dit, putain, t'avais raison, j'ai pas pu aller à la salle de sport, c'est fou, quoi. Vraiment, la vie me rattrape. En fait, je veux bien qu'on reprenne avec des entraînements à la maison. Et parce qu'en fait, il a voulu tout remettre, tu sais, la fameuse la charrue avant les bœufs, quoi. Non, en fait, d'abord, assure-toi de remettre ce que tu es sûr de pouvoir remettre avant d'ajouter un truc sur lequel, en fait, ça fait des années que t'as pas mis les pieds. Tu sais que ça va, du coup, être un ajout supplémentaire dans ton emploi du temps. Et qu'en plus de ça, si tu as des journées d'artisan, tu sais que tu commences tôt, tu finis souvent tard, t'es cramax, rajouter un entraînement dans une salle de sport tout de suite, c'est pas forcément la bonne idée. Par contre, du coup, au fur et à mesure, il a repris tranquillement à la maison, il a vu qu'il adhérait et qu'il se dégageait du temps pour ça, et après il s'est dit, ok, c'est bon, là je vais pouvoir passer à la deuxième étape, prendre un abonnement, mettre du coup dans mon emploi du temps des temps dédiés à ça, et puis après, ça a déroulé. Mais vraiment, c'est important d'échelonner, je pense, ces choses-là, même si, comme Denis l'a dit, des fois, il y a des personnes qui vont du tout au tout, réussir à tout mettre en place. Ça, c'était le deuxième point qui, selon moi, fait que c'est plus compliqué. Il y en a un troisième auquel j'ai pensé là, pendant le podcast. Après, il pourra peut-être y en avoir d'autres au fur et à mesure du podcast. Selon moi, un autre argument qui fait que c'est plus compliqué de prendre du muscle lorsqu'on a un certain âge, c'est que souvent, on a plus de douleurs. C'est-à-dire que un mec de 20 ans, il a rarement mal au dos, tu vois, il a rarement les épaules défoncées, etc. Voilà. Souvent, quand tu es un peu plus âgé, forcément, tu as beaucoup plus vécu. Parfois, tu as, je sais pas, encore une fois, je reprends l'exemple, tu as peut-être travaillé 20 ans déjà dans une mauvaise position sur un ordi. Donc, tu vois, tu as des douleurs dans les cervicales beaucoup plus facilement. Toujours la même posture. Voilà, toujours la même posture. Tu as l'épaule aussi qui est un peu flinguée. Tu as le dos aussi qui te fait mal, etc. Donc forcément, s'entraîner avec des douleurs, c'est sûr que y a certains exos que tu vas peut-être pas pouvoir faire ou sur lesquels il va falloir être beaucoup plus vigilant. Il y a certains patterns d'exos qui seront toujours un peu douloureux ou qui vont te demander du temps. Parce qu'en plus de ça, tu as tout cet apprentissage des mouvements. Bref, c'est sûr que forcément, quand tu as un certain âge, oui, tu as vécu. Et oui, la vie peut avoir laissé des marques. Parce que pareil, il y a plein de... un exemple, une personne que j'ai coachée qui avait un certain âge, elle avait eu un accident, truc tout con, elle faisait du vélo, renversée par une voiture. Donc au niveau du poignet, c'était compliqué. C'est sûr que quand tu sais, sur une échelle de 40 ans,
40 ans d'existence, les probabilités que tu te fasses renverser sont plus importantes que sur 20 ans d'expérience. Hein. Sur 20 ans d'existence. Il y a 2 fois plus de chances, tu vois. Donc, forcément, voilà, t'as vécu, la vie est passée par là, la vie t'a laissé des séquelles par rapport à certaines des habitudes que tu as mises en place, par rapport à certaines des actions. Tu vois, j'avais un autre exemple, bon ça il était plus jeune, mais il avait mis je sais plus il avait quel âge, mais il avait mis à ses 16-17 ans un coup de poing dans le mur et pareil, du coup maintenant ça le gênait quand il tenait les barres. Ah, Bon, ça, lui, c'était à cause de la Cindy, ça. Elle s'était mise avec le Brandon. Ouais, Ah putain, saloperie de Brandon. saloperie Brandon. Mais il avait un piercing à l'arcade Oh aussi. putain. Mais voilà, tout ça pour dire que lui, il avait 20 ans, mais jusqu'à ses 40 ans, il y a de grandes chances quand même que ça le fasse chier avec sa main, ou alors il faudrait qu'il voit. Mais bref, il a déjà une main qui était pas en bon état, tu vois. Tu prends moi, c'est pareil. J'ai benché comme un enculé pendant des années, très très lourd, avec une fréquence très très haute. Et Je me rappelle, Denis, il me disait, j'ai pas d'écopature, il me disait, j'ai mal aux os. Il me disait ça, j'ai mal aux os. À quel moment? Tu sais, généralement, tu te dis, ah putain, la séance a été bonne, je suis bien pumpé, là, j'ai mal aux muscles et tout, machin. Denis me disait, j'ai mal aux os. Mais les barres, elles m'écrasaient. Les barres. Alors, si vous avez déjà fait du bench à plus de 200 sur ce podcast, vous savez un peu la sensation que ça doit être. Si vous avez fait du bench à 2 temps, ben non, il n'y a personne. Ben oui. La barre, elle vous écrase. Cette salope de barre, elle vous écrase. Et maintenant, vous faites ça 3 fois par semaine. Je peux vous dire que quand vous rentrez chez vous le soir, vous le sentez, quoi. Et bref, voilà, du coup, forcément, moi, je pars avec une épaule pas ouf. Et du coup, il va falloir que je fasse attention toute ma vie. Maintenant, sur ce que je vais faire, sur les phases où, par exemple, je vais vouloir mettre un focus sur les épaules, sur les phases où je vais devoir faire des travaux. Voilà, il va falloir que je sois plus vigilant. Et forcément, quand tu as 40 ans, que tu sais que tu as quelques pets, mais que tu sais pas encore comment les adapter, parce que c'est ça, moi, on va dire que certes, j'ai l'épaule qui est pas forcément en bon état, mais je sais comment adapter mon entraînement par rapport à ça. Quand tu as 40 ans, tu as quand même toute cette phase, quand tu commences, par exemple, à apprendre à comment t'entraîner avec tes spécificités, les gènes que tu peux avoir, les douleurs que tu peux avoir, etc. Et ça, forcément, ça va te prendre du temps. Ouais, surtout quand vous n'avez pas eu de sport, de mobilisation de votre corps, on va dire, varié, et que vous avez pendant des années travaillé sur les mêmes postures. Donc Denis le disait, le gars qui est dans un travail de bureau, ou pour l'artisan qui fait toujours les mêmes mouvements, forcément, il va y avoir des articulations qui vont être plus mauvaises, pas mauvaises, mais plus en difficulté. Le gars qui est derrière son bureau, on pourrait penser qu'il n'a pas forcément mal. Ben si, parce que justement, garder toujours la même posture, c'est aussi, du coup, comment dire, j'arrive plus à trouver le mot. Se conformer en fait à être toujours assis, et donc c'est ne pas proposer à son corps de bouger dans tous les degrés possibles, et donc cette personne-là va forcément avoir des douleurs, et des douleurs handicapantes. Elle va être limitée dans ses mouvements, elle va peut-être pas pouvoir ramasser comme elle veut les choses par terre, elle va pouvoir se tendre, elle va perdre en mobilité. Et bien, ne serait-ce que déjà de se donner des objectifs, ça c'est important, j'en parlais peut-être tout à l'heure, se donner des objectifs, déjà de se remettre à se mouvoir, à bouger dans des mouvements qu'on n'a pas l'habitude de faire, ça sera déjà très bien. Enfin, je veux dire, juste changer sa posture, passer d'une posture déjà où tu es davantage debout, c'est déjà un grand pas. Enfin, on se donne ça déjà comme objectif, parfois c'est super. Je pense que j'ai fini avec ce 3e point. Tu voulais ajouter quelque chose? En fait, c'était sur le lien avec les objectifs, parce que, remarque, ça reprend un petit peu ce que je disais aussi tout à l'heure, avec le fait de ne pas y aller tout de suite, d'aller tout de suite vers la totalité, tu vois, de peut-être d'abord se donner des micro-objectifs. En fait, finalement, et ça, c'est aussi inscrit par la littérature, d'ailleurs, c'est une étude qui a été faite cette semaine. Se donner juste des objectifs à court terme, c'est pas forcément une bonne chose, surtout pour quelqu'un qui débute la musculation après un certain âge. Donnez-vous des objectifs à très long terme, à l'échelle de l'année ou même des 2-3 ans, et donnez-vous aussi des objectifs à moyen et court terme. Et en fait, dans les objectifs à court terme, ça peut être, comme je le disais tout à l'heure, juste essayer de toucher le sol par terre avec ses mains si vous n'avez pas l'habitude de le faire. Ça, c'est un objectif qui est assez simple.
comme ça, c'est pour le papier pour certaines personnes, mais pour d'autres, absolument pas. Et donc, si après, vous gagnez cet objectif-là, et bien vous en donnez d'autres et vous tendez vers l'objectif qui est annuel, qui est par exemple, je sais pas, arriver à re-rentrer dans ce pantalon-là ou arriver à ce trou de ceinture, par exemple, pour des personnes qui veulent perdre du poids. Ça, c'est quelque chose que tous ceux qui, du coup, ont un suivi avec moi se reconnaîtront. Mais c'est souvent, en fait, une stratégie qu'on met en place. C'est-à-dire, on fait un objectif, on fixe un objectif long terme. De toute façon, tu sais, les gens, quand on leur demande leur objectif, c'est toujours, tu sais, un truc très vague, prendre du muscle. Ou alors, tu vois, donc il faut déjà définir l'objectif long terme. Et ensuite, tu découpes cet objectif long terme en micros-objectifs. Et effectivement, ça, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Justement, c'était je crois que c'était les mecs du GIGN qui avaient expliqué comment ils tenaient dans les conditions extrêmes. Et en fait, ils expliquaient quand on leur dit, les gars, restez 24 heures dans cet endroit où ça caille. En fait, ils se disent, OK, je tiens 1 heure. Et au bout d'1 heure, ils se disent, OK, je tiens 1 heure. Et au bout d'1 heure, tu vois, ils font ça jusqu'à... Et en fait, le gars qui se dit tout de suite, putain, je dois tenir 24 heures là-dedans. Ah, putain. Lui, en général, il tient pas. Et alors ça, je sais plus si c'est une étude ou... Honnêtement, c'est quelque chose qui m'avait fasciné il y a des années. J'avais retenu ce truc-là et il faudrait que je refasse une recherche dessus. Mais c'était particulièrement intéressant. Et du coup, le fait de se fixer comme ça des micros-objectifs, en fait, ton prendre 10 kilos, si tu le découpes, c'est juste prendre 1 kilo, puis reprendre 1 kilo, puis reprendre 1 kilo. Et en fait, si ton objectif, je sais pas, sur 2 ans, c'est de prendre 10 kilos, en fait, tu sais à peu près comment il faut que tu le redécoupes pour que sur telle ou telle période, tu aies ajouté 1 kilo, tu vois, par exemple. Et ça, c'est quelque chose... voilà, j'ai pris l'objectif du poids, mais plus tu vas avoir d'objectifs, mieux ça sera. C'est quelque chose, encore une fois, là, les personnes que j'en suis, ou même les membres de l'accompagnement Prime, le savent. Définir plein d'objectifs, c'est la meilleure des choses. Si tu as un objectif de poids, si tu as un objectif de body fat, si tu as un objectif de tour de taille, si tu as un objectif de tour de bras, si tu as un objectif de vêtements, si tu as un objectif visuel, si tu as un objectif... Bref, tout ce qui va être quantifiable comme objectif, eh bien, certain, c'est vraiment ultra important parce que c'est ça qui va te permettre de rester motivé et surtout de tenir sur le long terme. Ouais, j'arrive pas à retrouver un livre que j'ai lu il y a pas longtemps. C'était un rien peut tout changer. Et en fait, c'est l'histoire d'un mec qui en fait a été malmené par la vie et qui décide en fait de rentrer. Alors, c'est pas le GIGN, mais l'équivalent, les Nevis, ou... Chez Mike, je connais que Bref, c'est en gros le top du top de l'armée américaine, en gros. Et en fait, ce gars-là, en fait, il va se conditionner, c'était le mot que je cherchais tout à l'heure, il va se conditionner à se donner des objectifs à chaque fois de plus en plus gros. Et en fait, il va passer d'un physique où il était à plus de 120 kilos à un physique hyper balèze, quoi. Et puis, il va après découler des concours de traction qu'il va remporter. Bien sûr, le titre de meilleur Nevis, enfin bref, toutes ces choses-là, en fait, et dans ce livre-là, ça peut montrer aussi qu'à n'importe quel âge, on peut clairement, avec son corps et avec du mental et de la conviction, arriver à des grandes choses. Bon bref, ça fait partie des choses que j'aime bien lire. Moi, j'aime beaucoup lire les autobiographies, et ce gars-là m'avait beaucoup plu. Enfin, ça fait longtemps que je l'ai lu, mais enfin bref. Très bien. Mon frère, je pense que donc là, on a cité un peu les 3 grands, on va dire, les 3 grandes choses qui peuvent empêcher, qui peuvent faire en sorte que c'est plus dur. Mais encore une fois, c'est plus dur, mais pas impossible. À chaque fois, on a justement expliqué que c'était, en fait, en fonction de comment tu t'y prenais et comment tu avais conscience de ces choses-là et comment tu t'y adaptais, ça pouvait en fait faire en sorte que ça se soit pas plus dur. On peut faire rapidement un point sur les fausses excuses et après un autre point sur le pourquoi ça pourrait être plus facile de progresser justement à un certain âge. La fausse excuse qui revient le plus, c'est la testo. Logique. Effectivement, on sait que la testostérone va baisser avec l'âge, mais en fait, ce qui va faire le plus baisser ta testostérone, c'est ton mode de vie. C'est-à-dire que tu peux très bien avoir 40 ans et avoir plus de testo qu'un mec de 20 ans parce que, par exemple, à 40 ans, tu fais du sport, tu manges bien, tu fais tu bouges, tu as une activité physique assez régulière, tu dors bien, etc.
Alors qu'un gars de 20 ans, il va bouffer de la junk food tous les jours et par exemple, du coup, dormir 2 heures, C'est ce que j'allais dire. passer ses journées à jouer aux jeux vidéo, avoir 0 exposition au soleil. Donc en fait, l'excuse de la testostérone, c'est vraiment pas la bonne excuse. D'autant plus que si aujourd'hui, tu vois, tu es dans une situation où tu es un bidabière, t'es pas bien, etc., dû à ton mode de vie, ta testo va remonter justement si tu changes ton mode de vie. Donc, tu vois, c'est pas une fatalité. Et également, il faut savoir que pour un pratiquant naturel, la variation de testostérone, elle est assez faible. Hein. C'est-à-dire que c'est pas comme si, voilà, un mec qui est chargé, qui arrête de se charger, il a une variation de testostérone qui est énorme. Un mec naturel, il aura jamais une grosse variation de testostérone. Certes, elle va baisser, c'est vrai, mais en fait, ça sera le taux de testostérone, tu vois, de base, il va fluctuer tellement peu que, en fait, tu peux pas te servir de ça comme une excuse. Donc, et même si vous ne croyez pas, faites des analyses, en fait, faites des bilans sanguins et observez en fait la variation de votre testostérone. Ça se fait très facilement. Vous allez voir votre médecin. En plus, c'est bien de faire des bilans sanguins réguliers. Et vous allez voir justement que votre testostérone, peut-être vous la pensez faible, et en fait, c'est pas du tout le cas. ouais, c'est ça. C'est souvent en fait une excuse qui est prise. Et surtout, si vous voulez vous rassurer par rapport à ça, faites là votre analyse avant de changer vos habitudes de vie et refaites-la une fois que vous aurez changé vos habitudes de vie. Et vous verrez que ça se trouve, vous n'étiez pas bas avant comme ce que vous pensiez, mais que ça se trouve, elle aura même légèrement augmenté par la suite. Donc non, la testo, c'est pas quelque chose qui peut être utilisé comme une excuse. Après, il y a plein de trucs, tu vois, il y a la production de collagène qui diminue de 1% à partir de 25 ans, tu vois, il y a des trucs comme ça. Mais encore une fois, ça, tu te complémentes, tu vois. Donc en fait, oui, il y a des choses qui vont diminuer avec l'âge, mais souvent, ça sera d'une, négligeable, par rapport, en tout cas, aux 3 facteurs qu'on a exposés avant. Soit, en fait, tu pourras facilement le compenser. Et puis même, j'ai envie de te dire aussi, c'est pas une question d'être fataliste, mais il faut faire avec. Je veux dire, c'est la vie. Tu peux pas croître en permanence jusqu'à la fin de ta vie. Au bout d'un moment, il faut être lucide. Tout à l'heure, je l'ai dit, il faut savoir aussi se donner des objectifs concrets et en fait, savoir qu'avec le temps, tu vas aussi être moins performant. Peut-être que tu vas atteindre moins facilement tes performances. Peut-être que tu vas avoir des douleurs qui vont être un peu plus souvent là. Mais encore une fois, ça t'empêche absolument pas d'atteindre des objectifs. C'est juste que c'est des choses avec lesquelles il faudra que tu fasses avec et c'est la vie. Ça s'appelle la vie. Non, mais c'est vrai parce que les gens, quand ils te disent ça, t'as l'impression que c'est une fatalité. Et en gros, c'est foutu, quoi. Ouais, c'est ça. C'est comme si, en fait, il y avait un mec qui a pas de jambes et qui me disait, en fait, je veux faire du sprint, c'est foutu. Tu vois, non, en fait, non, mec, t'as tes 2 jambes, c'est juste que si t'es mauvais au sprint, c'est que t'as pas encore couru. Et en fait, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu t'entraînes à faire du sprint et tu verras que tu deviendras meilleur. Ouais. Mais dans la tête des gens, c'est vraiment ça. C'est comme s'ils avaient pas de jambes et qu'ils voulaient faire du sprint. Donc non, en fait, tu peux te trouver toutes les fausses excuses que tu veux. À partir du moment où tu feras le taf, tu auras de la progression. Et si tu veux des exemples, mais mec, envoie-nous des messages, je t'en donne à l'appel. Ouais. Moi, je me souviens, le plus vieux client que j'ai eu, il s'appelait Michel. Je sais pas, tu te souviens, Rémi le coiffeur? Ouais. Bon. En fait, c'était un de mes tout premiers clients à l'époque où j'étais en cabinet. Et c'est pour ça que, vu comme c'était un de mes premiers clients et qu'en plus, c'était un gars, il était coiffeur et il nous avait coiffé quand on était petit. Enfin, il avait un salon où on avait été quelques fois quand on était gamin. Donc, c'est pour ça que, du coup, il avait dit « Ah, Galois, je connais toute ta famille, machin et tout. » C'est pour ça que j'avais parlé à Rémi. Et du coup, donc lui, il avait plus de 80 balais. Et je peux vous dire que on a commencé un suivi nutrition. On a changé plein de choses. Et même, on a fait du coup de la muscu. Et il avait son passé de coiffeur où du coup, il avait au niveau de l'épaule pas mal de douleurs. Il avait été opéré à pas mal d'endroits. Et puis, je lui avais mis des steps, et tout ça, on l'avait fait progressivement. Et sur l'échelle, le suivi, du coup, il avait duré peut-être 1 an parce que du coup, il était tellement satisfait que même après, quand j'avais arrêté mon cabinet, que j'étais parti à Budapest, j'avais continué à distance avec lui. C'était vraiment quelque chose d'impressionnant. Je me souviens, je lui avais installé WhatsApp sur son téléphone pour qu'on puisse s'appeler sans que je paye, tu sais, quand j'étais en Hongrie. Et littéralement, il avait pris du muscle, perdu du gras et il avait plus de 80 balais.
Donc, mec, si t'as 35 ans et que tu te dis que c'est impossible. Il mangeait des entrecôtes aussi, il n'y avait pas une histoire comme ça là. Ouais, il mangeait des entrecôtes. Il y avait. il me disait, moi j'aime bien l'entrecôte, mais j'aime bien aussi manger les entrecuisses. Voilà, c'est ça. Je me rappelle. C'est vrai qu'on se marrait très 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 bien et puis du coup bah voilà, vu comme il était dans les premières personnes que j'avais reçues au cabinet, ça m'avait fait quelque chose et du coup le suivi a duré très longtemps et voilà, si lui il a progressé et vraiment c'était flagrant. Quand je dis c'est flagrant, c'était flagrant et même son docteur, il en revenait pas que d'un point de vue des bilans de santé, tout s'était amélioré, il pétait la forme, il était, je me souviens, il est arrivé mais entre le premier et la fin, il était vraiment beaucoup plus énergique, beaucoup plus péchu, etc. Et ouais, il était dans une optique où il voulait optimiser sa santé, bien vieillir, etc. Et du coup, ça avait super bien marché. Ouais, trop cool. Et après, il y a toujours le truc un peu cliché aussi, c'est de se dire qu'en fait, il y a toujours des personnes qui seront plus en difficulté que vous à atteindre des objectifs. Alors, c'est très cliché, mais il s'est passé les Jeux paralympiques il n'y a pas très longtemps. Et autant être chauvin un petit peu, à Limoges, il y avait un gars que j'ai retrouvé tout à l'heure sur Internet, qui s'appelle Cyril Jonard, qui est handicapé, du coup, qui a une déficience visuelle et une déficience auditive. Donc le gars voit très mal et n'entend presque pas. Et le gars a fait 3e dans sa catégorie au judo, aux Jeux paralympiques de 2024 à Paris. Et donc, il a, je crois, 45, j'ai regardé tout à l'heure, j'ai oublié, je crois que c'est 45 ou 46 ou 47 ans, bref, il a plus de 40 ans, quoi. Et le gars, il a une shape de dingue et il a voilà, toutes les pathologies qui sont liées du coup à ces handicaps. Et le mec, il est turbo fort. Et il a fait 3e. Enfin, c'est pour vous dire que en fait, il n'y a pas de date pour commencer, il n'y a pas de meilleur moment, il n'y a pas de sweet point, comme disent les Anglais. Enfin, voilà, il y a le moment que vous avez décidé, et après, comme on l'a dit, avec la fameuse roadmap. Tu sais, il y a un proverbe comme ça, c'est quand est-ce que c'est le meilleur moment pour planter un arbre ? Hier. Bah, c'était 10 ans en arrière, et le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Et en fait, c'est exactement ça. Tu pourras toujours te plaindre de ne pas avoir commencé la muscu 10 ans en arrière, mais en fait, tu as le pouvoir de commencer aujourd'hui. Trop beau. Et en fait, si tu attends encore 10 ans, bah, tu te diras dans 10 ans, putain, j'aurais pu commencer 20 ans en arrière et j'aurais pu commencer 10 ans en arrière. Mais en fait, si tu repousses et que tu te mets toujours des limites, ouais, mais moi, j'ai pas ci, moi, j'ai pas ça, gna gna gna, bah, en fait, je le dis tout le temps, dans chaque épisode, le plus gros frein à ta progression, c'est, et ça sera toujours toi-même, et encore une fois, ça se vérifie. Mmh. Trop bien. On a bien... On peut faire un point rapide, parce que moi, je vois quand même certains avantages à commencer la muscu à un certain âge. C'est une très bonne idée de finir par ça. Parce que, voilà, on peut pas dire qu'il y a que du négatif. Comme je le disais tout à l'heure en début de podcast, souvent, du coup, donc, les gens ont leur prime à cet âge-là. Mais c'est souvent quand il y a quand même de la muscu des antécédents, voilà, ouais. des antécédents qui sont là depuis quand même pas mal de temps. Mais également, ouais, il y a cet aspect où les gens sont moins fous, tu vois. Tu verras jamais, par exemple, enfin ça peut arriver, mais c'est quand même plus rare, un mec de 40 balais prendre 4 scoops de pré-workout avec 6 canettes de Monster et mettre une cagoule pour s'entraîner et avec des mouvements dégueulasses et faire de l'ego lift, tu vois. Je pense au mec, tu sais, là, qui écoute du métal en salle avec ses ceintures et tout. Tu vois pas qui c'est ? Non. Enfin bref, je pense que vous l'avez peut-être, ceux qui écoutent le podcast. C'est un mec qui met parfois plusieurs ceintures et qui fait des grands mouvements de zinzin avant de faire sa série. Par contre, quand il fait son mouvement, il fait des quarts de rep. Ah, ok. Enfin, bref. Mais ce que je veux dire, c'est que souvent, quand tu as un certain âge, t'es quand même t'es un peu plus posé, tu es un peu plus mature et tu fais beaucoup, beaucoup moins de conneries. Et aussi, un autre point qui est important, c'est que bien souvent, tu as aussi un peu plus de pouvoir financier et tu as un peu, en fait, tu as aussi un peu plus de maturité pour déléguer les choses. Et souvent, en fait, tu peux prendre un coach, là où, par exemple, quand tu as 20 ans, c'est un peu plus compliqué sur le plan financier, et puis tu as plus envie de faire les choses par toi-même, etc. Il y a toujours un peu cette part d'ego. Et du coup, forcément, si tu prends un coach qui va t'aider à t'organiser dans ta vie par rapport à tes contraintes, qui va, comme disait Rémi tout à l'heure, t'aider à faire les bons choix. Tu sais, tu parlais de ton artisan qui voulait faire 5 séances par semaine, qui au final finit par s'entraîner chez lui. Oui, c'est sûr que le coach il va avoir toute cette expérience-là qui va te faire gagner du temps.
Également, bah, le coach, donc, il va t'aider à fitter tes contraintes. Il va t'aider aussi à ajuster ton entraînement par rapport à tes douleurs, à tes antécédents. Il va également analyser tes modes de vie, enfin ton mode de vie jusqu'ici par rapport à l'alimentation, pour te donner, pareil, bah, toutes les cartes pour l'adapter et corriger de la façon la plus rapide et plus efficiente possible, bah, toutes les mauvaises habitudes que tu as pu avoir. Et surtout, bah, en fait, il va être là pour répondre à tes questions, dissiper tes doutes à chaque fois que tu vas en avoir. Parce que bah, justement, tu auras toujours des doutes, tu auras toujours ce fameux bah ouais, putain, j'ai 40 balais, est-ce que je peux encore progresser ? Et c'est ça. Et tu vois, ça va être moi, je le vois, hein, les personnes qui ont un certain âge. Bah, c'est quand elles me posent cette question, bah, ok, vas-y, on reprend ton journal de progression. On a commencé, on était à 80 kilos il y a 6 semaines. Aujourd'hui, on est à 72. On a perdu 17 cm de tour de taille. Est-ce que tu penses réellement que tu ne progresses pas ? Et surtout, très important, bah, y a des jeunes de 20 ans, même 18 ans, qui n'auraient pas cette progression, tu vois. Donc, encore une fois, voilà, il y a quand même des avantages. Et puis même, comme je disais, le côté aussi financier posé, etc., fait que tu vas pouvoir bah, acheter plus facilement de la nourriture de qualité. Puis tu as aussi parfois une éducation nutritionnelle qui est un peu plus facile à mettre en place, tu vois. Par exemple, un tapis de marche, ce genre de choses, tu vois. Tout ça, acheter du matos aussi pour chez toi. Et puis tu peux aussi être exemplaire pour ta vie de famille si tu en as une. Exactement. En fait, c'est ça. Si bah, dans vos habitudes alimentaires dans votre foyer, bah, c'est pizza 3 fois par semaine, et qu'en fait, vous prenez le temps du coup d'éduquer vos enfants, et puis même vous rééduquer à avoir une alimentation saine, de voir un petit peu ce qui est appréciable, de découvrir des saveurs et des goûts. Enfin, combien de personnes en début de vie me disent putain, mais j'ai jamais mangé ce légume, ou j'ai jamais mangé ça, ou j'ai jamais testé ça, alors que en fait ça fait 40 ans qu'elles vivent sur la planète et qu'elles n'ont pas goûté, je sais pas, j'ai pas d'idée en tête. Enfin, bon, bref, voilà, des aliments qui sont peut-être assez communs pour nous qui mangeons régulièrement ces choses-là, mais qui en temps normal ne le sont pas du tout pour ces gens-là. Donc, ce côté un petit peu éducation, retourner aux bases, de savoir un petit peu comment on peut s'alimenter, de voir un petit peu ce qu'il y a autour de nous. Si vous avez un peu plus d'aisance financière, surtout bah, si vous travaillez depuis longtemps et que vous avez bah, voilà, un petit peu de temps, plus de temps, bah, regardez ce qui se fait en local. Est-ce qu'il y a une ferme ? Est-ce qu'il y a des produits locaux ? Est-ce que vous pouvez pas vous intéresser aussi à votre potager ? Bon, je dis ça parce que j'aime bien aussi le potager, mais vraiment, cultivez-vous pour peut-être rendre aussi plus sain votre espace. Il y a d'autres points aussi. Parfois, tu peux avoir de la pression positive quand tu as une vie de famille, etc. Je pense à Steven. Steven qui est devenu papa. D'ailleurs, vous l'avez vu très certainement dans certaines vidéos du Build My Gym, où il a littéralement détruit les murs à coups de balai. Si vous avez besoin d'un destructeur, appelez Steven. Et ben, Steven qui vient du coup au Gigi et qui nous aide. Eh bien, quand je l'ai eu en suivi, sa motivation principale, c'était, bah voilà, il venait d'être père et il disait, bah en fait, moi je veux pas que ma fille, elle ait un père. Il voulait que sa fille ait une bonne image de lui, que du coup ça passait par un père en bonne santé, un père en shape. Et il disait, bah, je veux pas être le gros daron. Clairement, c'était ça. Il disait même, voilà, quand je vais l'emmener à l'école. Bah, quand il y aura tous les autres parents, bah, je veux être celui qui soit le plus fit, ou du moins que je veux pas être parmi les gros darons, quoi. Et donc ça, c'était une pression par rapport à sa fille, par rapport à l'image qu'il voulait que sa fille ait de lui. Et en vrai, alors tout le monde n'aimera pas cette pression, hein. Chris Bumstead disait la pression est un privilège, mais tout le monde ne le comprend pas de cette façon-là. Mais voilà, T'as dit disait, il est pas mort. Non, mais parce qu'il a arrêté Olympia. Donc, ouais. il le disait surtout quand il faisait Olympia. Et du coup, voilà, quand tu as plus de choses aussi, tu peux avoir plus de pression. Et je pense qu'on pourrait continuer à chercher des points positifs sur ça, parce qu'il y en a forcément. Après, ça dépend forcément de la situation. Mais ce que je veux dire, c'est que le résumé de ce podcast, c'est que on pourrait croire que c'est plus dur de prendre du muscle quand on est plus âgé, mais en réalité, c'est faux. Et il va y avoir des différences, c'est sûr, mais comme d'habitude, si tu t'y prends bien, bah, au final, ça ne sera pas plus dur. Très beau.
C'était un podcast, comme on avait déjà dit, ça se daronise. Ouais. Non mais alors par contre, petite pensée là, parce que je repense, j'étais au salon au Fitex, j'ai croisé Michael Gundil avec lequel j'ai pu échanger. Oh, le gorille. Michael Gundil, il a quel âge? Je sais pas. Et je crois qu'il a 57 ans. Putain. Je peux vous dire que je me sentais maigre à côté. Il est énorme. Mais quand je dis énorme, c'est énorme. Et puis je pense pas que lui, tu lui parles, tu lui dis est-ce que c'est plus dur? Je pense qu'il va te renvoyer, chier. Petite anecdote. Je lui ai dit, parce qu'on a parlé un peu justement de notre projet de machine, etc. D'ailleurs, il a dit que c'était une turbo dinguerie et que ça allait faire beaucoup de bruit. Oh là 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 là. Non, après, on s'en fout que ça fasse du bruit. Non, mais que ça allait apporter une révolution et que c'est vraiment très innovant et que vraiment il était... il faut clipper ça parce que... Et à titre de comparaison, je lui ai dit, tu sais Michael, dans ma salle... Ouais, genre, il parle comme ça, Michael. En vrai, le premier jour où je l'ai vu, je me suis chié dessus. Deuxième jour, c'était un peu mieux, tu vois. Je l'ai même pas rencontré, je suis arrivé que le dimanche, j'ai loupé ça. Quoi. Attends, mais à titre de comparaison, à quel point, pour vous dire, notre projet de machine, il va faire un vent nouveau et il va tout détruire, c'est que je lui ai dit, bon écoute Michael, dans ma salle, j'ai 2 poulies Cybex. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, c'est de la merde ça. Il a dit ça. Ouais, il m'a dit, c'est de la merde ça. C'est de la grosse merde. Donc voilà, si tu pensais que les machines Cybex c'était bien, imagine quand on aura nos machines Galois Fitness. Et d'ailleurs, je l'ai annoncé aux personnes qui venaient sur le salon. On espère. Non, on se laisse 2 ans maximum pour avoir notre propre stand Galois Fitness au salon du fitness. Ouais, j'ai commencé à dire on espère. C'est pas ça qu'il faut dire. Ouais. C'est dans 2 ans, on a notre stand. T'as fait la fioteuse, toi? Non, il faut... Ouais, oui, on y va là. Allez, la bagarre. ça sera clippé. Bon, je pense que 1 heure de podcast, c'est très bien. Et puis de Pour toute une façon, petite reprise, ouais. on a des calls après, donc on peut pas faire plus. On aurait aimé. On va être un peu plus régulier à partir de maintenant. Semaine prochaine, oui. Semaine d'après, On verra, ça se trouve, on va peut-être pouvoir s'organiser pour en faire toute la semaine. ouais, j'en ferai tout seul. Allez. Et donc, mon frère, c'est le moment où tu dois préparer le générique. Bien sûr. Parce que Il là, est juste ici. On l'a toujours pas mis sur la table pour vous dire à quel point on est sage. Bon, en tout cas, Ok. Les frères Gallois. Denis sauce piquante. 0 RR Podcast. Rémi le guacamole. Les frères Gallois. Salope de Brigitte. 0 RR Podcast. Turbo Cali. Turbo balèze. Ok. Le beurre, l'argent du beurre et le gros cul de la crémière. Salope de Brigitte. On récapépète. 0 RR Podcast. Les frères Gallois. Ça claque sa mère. à bientôt. À bientôt. Et merci à tous. Et 5 étoiles sur Spotify. Un like, vous désabonnez pas sur YouTube. Et on vous aime bien fort. Bisous.